Bonjour à toutes et à tous. Merci à vous, à toutes les personnes qui sont présentes. Merci aussi aux personnes qui nous suivent en ligne de rester déjà. C'est une journée très très riche, très très dense. On vous remercie beaucoup. On est très honorés de votre présence aujourd'hui. Je vous propose du coup de continuer. Une petite note logistique. Il y aura une présentation en anglais, la toute première. Donc si jamais vous voulez prendre des casques. Et pour les personnes qui ont pris des casques, pour la traduction, c'est le canal 1 en français. Du coup. Voilà. Donc aujourd'hui, depuis ce matin, on a fait un constat, on a parlé d'un constat assez général. On a beaucoup discuté sur les difficultés d'accès aux soins et surtout d'un accès universel pour toutes les personnes et notamment des personnes en situation de précarité, en situation de vulnérabilité. Une précarité que, par exemple, dans les contextes européens, se voit matérialisée dans cette situation d'irrégularité des personnes, mais que c'est une vulnérabilité qu'on voit ailleurs aussi, des difficultés du coup, qui rendent difficile l'accès aux soins des personnes. Donc c'est un constat qu'on l'a remarqué depuis le début. Il y a eu énormément d'efforts depuis des années. Hein. On a vu aussi des efforts à la fois publics pour réduire justement ces difficultés d'accès aux soins, pour favoriser l'accès aux soins pour toutes les personnes. Des efforts qui viennent des mouvements associatifs, des efforts qui viennent des efforts citoyens aussi, des collaborations citoyennes et scientifiques. Et pourtant, on continue aujourd'hui à voir encore ces grosses difficultés, un grand écart d'accès aux soins, et malgré tous les efforts qui ont été faits, mais aussi malgré les avancements technologiques. Aujourd'hui, on a des gros avancements en termes de dépistage des maladies, en termes de traitement des maladies, et pourtant, on continue à constater ces grands écarts d'accès aux soins. Et ça nous amène du coup à la question, qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore en termes d'intervention? Qu'est-ce qu'on peut essayer différemment? Et plus qu'essayer différemment, qu'est-ce qu'on peut essayer? Quelles d'autres alternatives pour faire non seulement différemment, mais faire mieux? Et ce qu'on appelle l'innovation, ça nous amène du coup à la question de l'innovation, et c'est la thématique qu'on va discuter aujourd'hui. Quand on pense à l'innovation, on peut penser à 3 dimensions. Une innovation, déjà, ça nous amène à une idée de créativité. Il faut créer, il faut avoir une bonne idée. Comment arriver à une bonne idée? Du coup, ça pose la question, quel savoir, quelles expertises on va mobiliser pour créer cette bonne idée? D'où vient la bonne idée? Qui a la bonne idée? Et comment la trouver? Comment construire cette bonne idée? Il y a aussi la question, une notion de rupture. Une innovation signifie aussi rompre avec une habitude, avec certaines habitudes, une façon de faire qui s'est instaurée. On l'a vu même ce matin quand on présente, voilà, il y a des nouvelles façons de faire, que ce soit la recherche ou d'intervenir auprès de populations, ça crée des résistances, ça mène des débats. Et du coup, comment gérer cette rupture avec l'habituel? Et aussi, en troisième, on peut penser une dimension aussi en termes de la pérennité. Et tout à l'heure, dans les discussions avec Valérie Reed, pendant la pause, on parlait aussi de la fugacité de l'innovation. Avoir l'idée, avoir la bonne idée, c'est très bien. Et l'implémenter, c'est très bien. On peut faire des études de faisabilité, etc. Mais comment s'assurer que la bonne idée, elle va perdurer? Comment s'assurer qu'elle ne va pas mourir dans quelques temps après? Et du coup, ça pose toute la question des modélisations, des transferts. On a parlé aussi dans certaines interventions ce matin, au cours de la journée, de la mise en échelle, tous les enjeux que ça pose. Du coup, voilà, pour parler de ces différentes dimensions de l'innovation, on a l'honneur d'accueillir très très beaux projets. Et personnellement, je suis très intéressé surtout pour la dimension méthodologique des projets. Tout d'abord, on va commencer par une présentation de Bridget Draper et Annie Maiden. Bridget qui est Senior Research Officer de l'Institut Burnet en Australie, et Annie aussi qui est chef de projet à l'IMPUD. Et les deux, ils sont en Australie, donc c'était compliqué de synchroniser parce que c'est plus ou moins minuit chez eux. Du coup, elles sont prêtes à enregistrer leur présentation, donc on va commencer par là. Et ensuite, on va faire les liens avec Mélanie Tarabo, responsable médicale à l'ONG Alima, qui va nous parler d'un dispositif très intéressant aussi de prise en charge biosécurisée pour des épidémies, avec plein d'apprentissages sur des épidémies qu'on a vécues, notamment l'Ebola, et puis comment on peut faire mieux à partir aussi des connaissances et des expertises locales. Et puis finalement, Sophia Pajot, qui va nous présenter aussi un projet très intéressant sur le projet STEAMNUT,
par rapport à une approche communautaire de la prise en charge, les stimulations psychosociales des enfants en grosse malnutrition, et aussi inspiré d'une approche très participative à une construction locale. Et du coup, on va commencer d'abord avec les projets de Bridget et Annie, le projet CUTS, qui c'est un projet multi-pays, autour de les tests et l'analyse d'une stratégie de prévention et de traitement de l'hépatite C, basée sur des outils et déjà sur un algorithme, il y a une composante, un algorithme simplifié de dépistage et de traitement, mais aussi de tester des outils de prévention qui ont été sous-utilisés, qu'on n'a pas trop utilisés pour différentes raisons. Du coup, se pose la question de et si on les utilise, qu'est-ce que ça peut donner? Et notamment, arriver à ça par des connaissances communautaires. Donc, c'est vraiment une méthodologie l'idée par une approche vraiment ancrée dans la communauté. Du coup, je vous invite à commencer par là. Bonjour, je suis Brigitte Draper, je suis du Burnett Institute et je suis Annie Maiden et je travaille au sein du projet du réseau INPUD. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter le projet CUTS pour concevoir et évaluer également des interventions de traitement et de prévention contre le VHC. Donc nous allons voir quels sont également les outils qui sont sous-utilisés pour la prévention de l'hépatite C. Donc c'est un projet que nous menons en collaboration avec le Barnett Institute. Donc pour commencer par là, il s'agit d'un institut de recherche médicale australien. C'est également une organisation non gouvernementale internationale accréditée. Donc vous voyez ici notre équipe. Le projet CUTS se déroule dans 3 pays, en Arménie, en Géorgie et en Tanzanie. Nous avons commencé notre travail en janvier 2023 et le projet se terminera en mars 2027. Nous devrions pouvoir mettre en œuvre le projet un peu plus tard cette année et nous travaillons avec United et l'OMS. Grâce à cette recherche, nous voulons créer du changement durable dans la manière dont les services sont fournis et apportés. C'est la raison pour laquelle nous sommes centrés sur les besoins de la communauté et c'est la raison également pour laquelle nous devons nous adapter à chacun des contextes nationaux. Grâce à ces études, nous aimerions pouvoir créer des preuves de faisabilité, accroître l'efficacité et les préférences et les valeurs de la communauté. Ça nous permettra également de guider la manière dont nous allons évaluer chaque partie de l'étude. Donc, je vais maintenant vous présenter l'étude et Annie nous parlera plus en détail des préférences et des valeurs de la communauté. L'hépatite C. Donc, c'est un virus qui se transmet par le sang et qui crée des dommages dans le foie. Donc, aujourd'hui, nous avons un traitement pour guérir l'hépatite C avec des effets secondaires limités qui est très efficace. Au total, nous avons environ 58 millions de personnes qui vivent avec l'hépatite C dans le monde. Et nous avons 1,75 million de nouvelles infections liées à l'hépatite C chaque année. Les personnes usagères de drogue représentent une grande majorité, en tout cas, des nouvelles infections chaque année, 23 à 39%, et qui sont notamment liées aux pratiques d'injection de drogue. Donc ces 3 études se concentrent tout d'abord sur la simplification d'un modèle de soins pour l'hépatite C, également pour la distribution de seringues et d'aiguilles à espacement réduit, pour trouver de nouvelles options plus appropriées. Et nous voulons également explorer la faisabilité, l'efficacité et l'acceptabilité également de la buprenorphine, et plus précisément en Australie. Pour les modèles de soins, donc nous avons malheureusement aujourd'hui des limites en matière de traitement, puisque les tests coûtent très cher, et très souvent les gens doivent payer le test en tout cas. Il faut également beaucoup de rendez-vous, et cela limite l'accès aux soins. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent, il y a beaucoup de tests, donc il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas jusqu'au traitement.
Donc il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas accès au traitement, même si ces personnes savent très bien qu'elles sont contaminées par le virus de l'hépatite C. Donc nous avons deux différentes méthodes. Tout d'abord, nous suivons des recommandations mondiales et ensuite nous avons également le traitement le même jour. Donc l'objectif, ce serait de vraiment prescrire le traitement des anticorps plus tôt dans le processus. On veut également simplifier le test de l'ARN pour que tout soit effectué la même journée. Nous allons donc recueillir des données tout au long de l'étude pour savoir un petit peu comment les personnes passent du test au traitement. On va leur demander également si ces modèles sont acceptables, ces modèles de soins. On va également parler aux fournisseurs de soins pour voir un petit peu quelles étaient les difficultés, les obstacles, et quels étaient les obstacles à la mise en œuvre également de ces modèles tout au long de la mise en œuvre de ces modèles de soins. Alors, quels sont les résultats attendus? Donc, on aimerait pouvoir générer des preuves d'efficacité, d'acceptabilité et de faisabilité également de ces nouveaux modèles de soins. Et nous voulons également nous intéresser à la fiabilité également de ce test anticorps. Alors, pour les seringues et les aiguilles à espacement réduit, on sait très bien que les virus qui se transmettent par le sang sont très souvent transmis lorsque les gens utilisent les mêmes seringues. C'est la raison pour laquelle nous avons différents types de seringues avec différents espaces morts. Et donc, nous voulons savoir un petit peu si l'utilisation d'un différent type de seringue peut nous permettre de réduire le nombre d'infections. Et il y a également des études biologiques qui nous permettent de démontrer cela. Donc, nous allons tester les différentes options et nous allons pouvoir ensuite fournir les meilleures options aux personnes usagères de drogue pour voir si nous pouvons avoir davantage de seringues à espace mort réduit au sein de la population. En fait, dans l'espace mort réduit, il y a du sang qui reste contenu à l'intérieur. Et quand l'espace mort est beaucoup plus grand, il y a plus de sang qui reste coincé et donc il y a plus de risque d'infection. Nous voulons pouvoir apporter des preuves sur les approches en matière de bonnes pratiques, notamment pour l'utilisation de programmes de distribution d'aiguilles à espace mort réduit, pour que ces options soient davantage utilisées. Nous voulons le faire également avec une approche à plusieurs phases. Donc il y a une méthode bien précise. Il y a la première phase, celle de l'évaluation. Nous avons parlé également du pilotage et maintenant je vais parler des phases 3 et 4. Pendant la phase 1 et la 2, on se concentre surtout sur la sélection des bons produits. Et pour la phase 3, nous allons passer au programme de distribution et à l'évaluation de ce programme de distribution. Donc nous allons mener cette évaluation de plusieurs manières. Nous allons tout d'abord collecter des données de programmation. Et nous allons également avoir une étude de cohorte. Nous allons suivre les mêmes personnes dans le temps. Et nous allons essayer de comprendre si les personnes continuent d'utiliser les aiguilles à espacement réduit. Et nous allons également analyser les tests de détection du virus de l'hépatite C pour voir s'il y a davantage d'infections dans ces groupes spécifiques. Nous voulons également générer de nouvelles connaissances sur la manière dont nous pouvons concevoir et mettre en œuvre des programmes de distribution et voir comment nous pouvons mettre en œuvre cela en pratique. Et nous espérons également que nous allons pouvoir créer des lignes directrices et également informer les programmes de distribution des aiguilles à l'échelle mondiale. Nous avons également mené une étude en Tanzanie sur la formule à action longue de la buprenorphine. C'est une option supplémentaire puisqu'elle peut permettre de réduire la fréquence des rendez-vous. Donc ça peut être par exemple tous les mois au lieu de toutes les semaines. Ce traitement permet d'améliorer les conditions de vie et le fait que les personnes suivent le traitement et soient davantage satisfaits. Donc la faisabilité consiste à comprendre ce que cela implique de prescrire ce type de médicaments dans cet environnement. Donc on parle par exemple des membres de personnel qui seront requis, des formations requises, et ce qu'il se passe finalement tout au long de la mise en œuvre, et quels sont les coûts plus globaux.
Pour le module 2, on parle plutôt de l'efficacité. Donc on va avoir un essai clinique non randomisé, prospectif, sur l'utilisation de cette molécule. Et on va aussi mesurer les résultats, également le suivi du traitement, la satisfaction des patients, etc. En outre, nous savons également que passer de la méthadone à cette molécule à action longue peut être assez compliqué. Donc, on va également mesurer cette période de transition pour voir un petit peu comment cela se passe, comment les gens le tolèrent et voir s'ils vont vraiment au bout du processus. Nous aimerions donc avoir plus de preuves sur la faisabilité, l'efficacité et l'acceptation de ce type de projet. Et nous voulons pouvoir également donner plus de choix aux personnes qui recherchent un traitement. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Annie Madden et je suis la directrice du projet CUTS pour le réseau Input. Donc, c'est un réseau de personnes qui sont usagères de drogue. Donc, c'est un réseau qui est répandu dans le monde entier. Et c'est l'institut qui est en charge de suivre le projet CUTS. Donc, je vais maintenant vous parler des valeurs, des préférences qualitatives des communautés. Je vais vous parler également des expériences, des défis que nous rencontrons. Je vais vous parler notamment de l'injection des drogues et de la manière dont c'est perçu par les personnes usagères de drogue. Alors, pour les valeurs et les préférences, on va parler de l'étude tout d'abord. Et j'aimerais me concentrer davantage sur la méthodologie, comment nous allons mener cette étude. Mais avant cela, j'aimerais vous parler un petit peu de la raison pour laquelle cette recherche est si importante, en tout cas dans le projet que nous menons. Alors, ce que nous avons observé depuis la conception de cette recherche, pourquoi finalement devons-nous mener cette recherche au premier chef? Puisque finalement, nous savons ce que les personnes usagères de drogue pensent finalement des aiguilles et des seringues à espacement réduit en fonction des recherches qui ont déjà été menées. Et très souvent, puisque nous savons comment ça se passe, on sait également que chaque contexte est différent. Et on sait qu'un tout petit problème peut avoir de grandes conséquences, surtout en ce qui concerne l'injection de drogue. C'est pourquoi l'injection de drogue peut être différente d'un contexte est différent, la manière dont les personnes communiquent, il peut y avoir plusieurs types de connaissances, des différences en matière socio-économique, géographique, de services, etc. Je pense que l'on peut dire que les seringues et les aiguilles à espacement réduit ont déjà été analysées depuis pas mal de temps. Il y a déjà eu des recommandations également sur les seringues à espacement réduit en 2012 par l'OMS. Mais malgré cela, ces aiguilles et ces seringues ne sont pas encore suffisamment utilisées dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Et malheureusement, ce n'est pas dans ces pays que les recherches ont été menées. Et cela est dû notamment à un manque de consultation auprès des personnes usagères de drogue dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Et même quand elles ont été consultées, très souvent, ce qu'on voit, c'est que ce qui est recommandé par la communauté n'a pas été mis en œuvre en pratique. Et les conséquences sont les suivantes. Les personnes usagères de drogue doivent utiliser des seringues, finalement, qui ne sont pas adaptées. Et ce n'est pas surprenant. Les personnes usagères de drogue rejettent ces options. Par exemple, elles vont dire qu'elles n'aiment pas, par exemple, utiliser des seringues et des aiguilles à espacement réduit. Et c'est la raison pour laquelle c'est vraiment un véritable problème. Il faut qu'on explique également que les autres aiguilles peuvent accroître le risque d'infection. Et le manque d'accès à ces seringues peut avoir des conséquences délétères sur la santé des personnes usagères de drogue. En lien avec la buprenorphine à action longue, c'est une autre option à laquelle nous intéressons.
C'est une situation qui est similaire, mais en même temps différente. Dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, on ne consulte pas les personnes qui utilisent des opiacés. Donc on ne connaissait pas vraiment quelles sont leurs préférences. Ça peut vraiment avoir des conséquences sévères. Alors, nous avons parlé du contexte, de la raison pour laquelle nous devons mener cette étude sur les valeurs et les préférences de la communauté. Et j'aimerais maintenant vous en dire un peu plus sur la raison pour laquelle nous pensions qu'il était fondamental de mener ce projet. Comme pour toute autre recherche, les recherches menées sur la communauté peuvent nous permettre de mieux comprendre le contexte. Mais contrairement à la plupart des recherches, ce type de recherche consiste également à autonomiser la communauté, à lui donner plus de pouvoir, à s'approprier davantage. Et cela veut dire également que les besoins et les préférences sont davantage pris au sérieux. L'objectif n'est pas non plus que ce soit la communauté qui soit à l'avant-garde de tout. Il faut surtout que les communautés aussi trouvent des solutions à des questions qui sont parfois très complexes. Il faut que les communautés puissent également avoir voix au chapitre, expliquer ce qui compte pour elles, pourquoi elles en ont besoin, quelles sont leurs préférences, comment sont-elles façonnées et quels sont également les facteurs de facilitation ou au contraire d'obstacles. On en a déjà parlé un petit peu avec Bridget, mais il faut que la communauté, ici en tout cas dans ce projet, la communauté est impliquée dans chacune des étapes de la recherche, de la conception à la dissémination et dans toutes les étapes intermédiaires. Pour moi, les recherches sur les préférences et les valeurs de la communauté sont finalement une opportunité pour nous de voir les personnes usagères de drogue non pas comme des bénéficiaires de services, mais comme des experts de leur propre vie. Et comme tout expert, nous voulons absolument être les leaders de la génération et de la création de connaissances. Ceci étant dit, maintenant que nous avons le contexte, la raison pour laquelle des recherches sur les valeurs et les préférences de la communauté sont importantes, j'aimerais maintenant me concentrer sur la méthodologie. Alors, comme vous pouvez le voir ici, vous avez un diagramme de la conception de l'étude. En bleu, au milieu, vous avez la recherche sur les valeurs et les préférences. Et je pense que c'est vraiment un bon diagramme qui nous montre à quel point les valeurs et les préférences et la recherche sont intégrées dans l'étude. Vous pouvez voir que la méthodologie se concentre principalement sur les valeurs et les préférences. Et on a 3 phases différentes. Pour la première phase, nous avons la phase de pré-mise en œuvre. Le premier groupe de travail sera constitué des participants, des personnes usagères de drogue. Donc, par exemple, dans les groupes locaux, avec les services sur le terrain, etc. Nous aurons environ 25 participants par site. Et dans certains pays, il y a plusieurs sites différents. Alors, dans certains pays, nous aurons également des petits groupes de discussion avec 5 ou 10 participants, pas plus, pour avoir des discussions plus en profondeur sur la question. Et ce qui est très important ici, c'est que les groupes de discussion seront modérés par un chercheur formé, un chercheur de la communauté. Il y aura également une personne qui va prendre des notes. Et donc, ce seront des personnes qui seront issues de la communauté. Et évidemment, le réseau Input est en train de développer des formations pour pouvoir soutenir tout ce travail. Pendant le premier groupe de discussion, donc on aura plusieurs marques, plusieurs échantillons d'aiguilles et de seringues espacement réduit pour voir comment ils fonctionnent, quels sont les différents types de volumes, les pistons, les différentes tailles, les différents types. On va voir également quels sont les équipements qui sont disponibles aujourd'hui, accessibles aujourd'hui dans le cadre des programmes. Et on aura également des options avec des aiguilles et des seringues à espace mort très élevés, pour voir un petit peu quelles sont les différences entre les produits. On aura également des discussions pour évaluer les valeurs initiales et les valeurs et les préférences initiales. Et on aura également des activités de mobilisation des connaissances. Ensuite, pour la phase 2, donc c'est la phase de pilote,
Donc les participants qui ont participé aux gros discussions de la phase 1 pourront participer au programme d'aiguilles et de seringues à espacement réduit. Alors, à la fin de cette phase de pilote, le deuxième groupe de discussion, qui suivra exactement le même type de fonctionnement, la même taille, le même nombre de participants. Encore une fois, ce groupe de discussion numéro 2 sera aussi modéré par un chercheur et quelqu'un qui prendra des notes au sein de la communauté. Dans ce deuxième groupe de discussion, on va demander aux participants de partager leur expérience en ce qui concerne l'utilisation de ces produits, leurs impressions. On va leur demander s'ils seraient prêts à utiliser ce type d'options comparé à d'autres et comment ils ont perçu également les informations qui ont été fournies sur les seringues et les aiguilles à espacement réduit. Et ensuite, on aura également à la phase 3 un autre groupe de discussion. Nous voulons également rassembler les préférences de la communauté en ce qui concerne ces types de produits pour confirmer quels seront les produits qui feront partie de la phase 3, qui est celle de la distribution beaucoup plus vaste. Pour la phase 3, nous allons parler de la phase de mise en œuvre. Donc, on a beaucoup de bénéficiaires. L'objectif ici est de capturer leurs impressions, de savoir à quelle fréquence ils utilisent les produits. Est-ce que c'est de temps en temps, souvent? Est-ce qu'ils continuent à les utiliser? Et ici, on veut vraiment comprendre si les personnes utilisent les produits ou s'ils les testent uniquement. On veut vraiment savoir s'ils les utilisent de manière fréquente. Et enfin, pour l'étude LADB, l'objectif à nouveau, c'est de rassembler des preuves sur l'efficacité, la rentabilité de ce type de dispositif. Et pour informer également les différentes recommandations pour la buprenorphine et voir un petit peu aussi si c'est bien accepté par la population. Alors ici, nous avons les objectifs clés de la recherche, donc évaluer les valeurs et les préférences des personnes qui dépendent des opiacés en lien avec la buprenorphine à action longue. Voir un petit peu quels sont les différents modèles de soins, les services proposés. Voir aussi quelles sont les valeurs et les préférences. S'intéresser également aux structures et aux obstacles que les gens peuvent rencontrer, surtout pour une communauté qui est très marginalisée. C'est très important de comprendre quelles sont les barrières structurelles, quels sont les obstacles qui peuvent influencer l'intérêt finalement porté à ces traitements et surtout leur perception en matière de sécurité. Pour la méthodologie, donc pour le travail sur la buprenorphine à action prolongée, donc il y aura plusieurs groupes de discussion avant de passer justement au programme de buprenorphine. Donc ça, ce sera plutôt à la fin de la phase de mise en œuvre, donc dans 2 ans plus ou moins. Et au lieu d'avoir des groupes de discussion, on aura des entretiens. Donc il y aura 3 bras. Donc tout d'abord des personnes qui ont encore la buprenorphine à action prolongée. Ensuite, les personnes qui vont commencer le traitement, les personnes qui ont décidé d'arrêter le traitement et enfin le 3e bras, ceux qui ont testé la buprenorphine mais qui préfèrent rester sous le traitement de la méthadone. Les pour et les contre, les conséquences sur la qualité de vie, par exemple, des recommandations en matière d'amélioration des services, etc. Et toutes les recommandations finalement qu'il pourrait avoir en ce qui concerne le traitement à action prolongée de la buprenorphine. Pour le bras 2, donc les personnes qui ont commencé le traitement mais qui ont décidé de l'arrêter, on va vraiment essayer de comprendre la raison pour laquelle ils ont arrêté le traitement. Et on va également leur poser des questions sur les recommandations qu'ils puissent avoir, par exemple, pour améliorer les services. Mais surtout pour ce groupe, on veut vraiment comprendre quels sont leurs besoins en matière de soutien. Et donc ici, vous avez le consortium qui a participé à notre projet. Nous avons eu vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec Burnet, Input, l'Université de Bristol, Unitaid et Médecins du Monde. C'est
un véritable plaisir de travailler avec un groupe d'organisations et de personnes qui sont très impliquées dans l'amélioration des conditions de vie et la dignité des personnes usagères de drogue. Donc je voulais vraiment vous remercier et vous dire à quel point ça a été un honneur de participer à ce consortium. Et j'ai vraiment hâte de travailler, de poursuivre ce travail avec vous. Merci. On remercie beaucoup à distance du coup, Brigitte et Annie de nous partager ces recherches très intéressantes qui nous montrent, qui soulignent notamment l'importance, et je pense surtout l'intitulé de notre journée scientifique, l'importance de comprendre avant de vouloir transformer. On ne peut pas transformer, on ne peut pas agir et vouloir transformer des choses tant qu'on n'a pas compris les contextes locaux. Et ça nous amène du coup à l'importance des savoirs locaux, des expertises locales et la participation du coup des communautés. On l'a vu dans les tables rondes précédentes. Cette importance de faire avec les populations, de profiter de l'expertise locale. Et justement, dans ce sens aussi, on va continuer du coup avec les prochaines interventions, donc Mélanie. Merci beaucoup, merci pour cette opportunité de présenter donc la CUB, la Chambre d'urgence biosécurisée pour les épidémies, une innovation qu'a développée l'ONG Alima. Donc juste un tout petit mot sur Alima. Donc Alima, c'est l'Alliance for International Medical Action. Donc c'est une ONG avec un modèle assez particulier, avec 3 grands piliers fondamentaux. Le premier, c'est l'alliance, une alliance d'acteurs de terrain locaux et internationaux, notamment les ONG nationales avec lesquelles on travaille, les ministères de la Santé évidemment, et des instituts de recherche nationaux et internationaux. Il faut noter qu'au sein de l'organisation Alima, les ONG nationales partenaires font partie du conseil d'administration. L'autre grand pilier, c'est l'ancrage local. C'est vrai que notre siège opérationnel est basé à Dakar et avec 98% de nos salariés aujourd'hui qui sont issus de nos pays d'intervention et 85% de nos staffs dirigeants qui sont aussi issus de ces pays, principalement africains parce qu'aujourd'hui, Alima est majoritairement en Afrique, mais vous le verrez, nous ne sommes pas que là-bas et on garde cette philosophie de toujours intervenir avec les populations locales et qui puissent être à tous les niveaux de décision de notre organisation. Et le troisième pilier, et c'est là où ça rejoint vraiment la thématique d'aujourd'hui, c'est la recherche et l'innovation. C'est aussi au cœur du modèle d'Alima, avec l'idée de toujours se questionner, de réfléchir avec nos bénéficiaires, nos patients, les organisations qui sont plus proches des soins qu'on apporte pour essayer d'améliorer et de développer donc des projets de recherche et des projets d'innovants. On a plus de 20% de nos projets actuels qui sont des projets de recherche. Juste toute petite aperçu de là où nous travaillons. Donc, comme je le disais, on est une ONG qui a 15 ans, donc on est encore assez jeune dans le monde humanitaire. Mais on a déjà développé un certain nombre de projets. On a commencé principalement par l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, on travaille aussi en Afrique centrale et on est en train de développer là depuis quelques années l'Afrique de l'Est. On travaille aussi en Ukraine et on est actuellement en train de réouvrir Haïti. On y était il y a quelques années suite au séisme et dans les épidémies de choléra qui en sont suivies. Et on est principalement sur de la santé, pédiatrie, maternelle, tout ce qui est nutrition, réponse aux épidémies et, comme je le disais, des projets de recherche. Donc pour en arriver à cette innovation, un petit peu de contexte pour comprendre pourquoi on a pu ou finalement on a dû innover. Donc on se replonge en 2014 avec cette grande épidémie qui est sans précédent de la maladie à virus Ebola en Afrique de l'Ouest, que tout le monde, je pense, s'en souvient, avec plus de 11 000 morts et notamment de nombreux soignants, et avec des méthodes d'intervention qui n'étaient absolument pas adaptées pour l'ampleur de cette épidémie, avec principalement, et la grosse problématique, c'était la rupture de confiance avec les populations des pays dans lesquels on intervenait. Le modèle de traitement, donc les centres de traitement qu'on appelle CTE, qui sont des énormes structures qui étaient de gros hôpitaux qu'on montait pour pouvoir répondre aux épidémies, qui avaient un délai de mise en œuvre extrêmement long, plus de 35 jours sur une urgence épidémique. C'est des délais qui sont extrêmement longs, un coût aussi très important, plus d'1 million de dollars pour monter ce type de structure, avec une localisation finalement, comme c'est des grosses structures,
qu'on mettait en place et on devait regrouper finalement les malades. Et donc un exemple de là où nous on a travaillé, donc c'était en Guinée forestière à Nzérékoré, on avait une unité pour 3 préfectures. Donc ça questionne évidemment sur l'accès aux soins et la proximité des populations les plus éloignées. Plus de 250 staff pour 20 lits, donc énorme en termes de nombre de staff pour pouvoir isoler les malades. Et je ne dis pas soigner parce qu'on verra bien que c'était aussi bien le problème. Et une protection du personnel et des patients extrêmement lourde. Donc vraiment, je pense que tout le monde a en tête ces images avec des soignants et les combinaisons de protection. Je pense qu'on l'a vu aussi, je pense que ça nous rappelle quelques souvenirs avec le Covid. Mais voilà, imaginez dans un contexte avec de grandes chaleurs, une température à l'intérieur des combinaisons extrêmement difficile. Le fait de pouvoir rester seulement peut-être 45 minutes auprès des malades, tellement que la chaleur dans ces combinaisons est compliquée et que c'est à risque aussi pour les soignants de faire des malaises, de pouvoir, vraiment d'évoluer dans ces contextes-là extrêmement difficiles. Et donc un stress aussi pour les patients absolument important et une difficulté concrète de soigner. On isolait, mais concrètement on soignait très peu, quoi. Quelques photos assez représentatives, hein, vraiment ces équipements de protection avec ces déshabillages qu'on devait décontaminer, qui sont quand même très lourds, cette gestion aussi des déchets que ça produit, tous ces équipements de protection individuels, c'est vraiment quelque chose d'assez complexe. Les centres de traitement, vous voyez ce grand ward où on a des malades sur des lits de camp. Concrètement, ça pose des questions en termes de contamination croisée, notamment chez les patients suspects, même si on essayait de les séparer, c'est quand même compliqué. Concrètement, une très grosse difficulté de pouvoir administrer des soins. Vous voyez les distances, donc là, c'est un soignant à l'intérieur et un soignant à l'extérieur, mais c'était aussi valable pour les patients qui, potentiellement, ceux qui pouvaient un peu marcher, pouvoir discuter, être en contact avec leur famille, c'était impossible, en fait. Et la dernière image, pour montrer à quel point voilà, on était très loin des foyers. En tout cas, il y en avait à ce moment-là énormément dans beaucoup de zones. Mais c'est vrai qu'on imposait aux familles, aux patients, d'être pris en charge dans des centres qui étaient très loin de leur communauté. On les enlevait parfois, je dis enlever, hein, c'est le mot est juste. On débarquait dans des villages en habits de protection et on les emmenait dans des centres où ils avaient une chance sur 2 de s'en sortir, si ce n'est moins. Et concrètement, ils n'avaient pas de contact avec leur famille. Donc tout ça a créé énormément de réticences et on les comprend de la part des populations. Donc voilà les principaux enjeux. Je ne vais pas y revenir, c'est ceux que je viens de décrire et de citer. Je vais juste insister sur les peut-être 3 points qui sont vraiment au cœur de notre discussion aujourd'hui. C'est l'accès aux soins. Donc la difficulté de soigner. Concrètement, on n'avait pas de surveillance continue des malades. On ne soignait vraiment que les symptômes et encore, c'était compliqué. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est vraiment la réticence que ça a créé, cette méthodologie d'action auprès des familles, auprès des patients, avec une perte de contact des patients et toutes les rumeurs, etc., qui a pu se créer du fait de ça. Et le dernier point, c'est vraiment le fait que ce type d'intervention était très éloigné en fait, des foyers épidémiques et de la communauté. Donc ça rejoint un petit peu le deuxième point. Et donc c'est tout ça qui a incité Halima à se poser des questions et à réfléchir à changer le modèle après cette grande épidémie 2014-2015, en se disant qu'on allait réfléchir à changer en fait l'idée centrale, c'était d'isoler le patient. Quand je dis isoler, c'est sur le plan biosécurité, c'est pas sur le plan humain. Vous allez le voir, au contraire, on a ouvert et on a rapproché le patient de sa famille, de sa communauté et aussi des soignants. L'objectif, c'était d'avoir un dispositif léger, modulable, qui pouvait être déployé au plus près des foyers infectieux, épidémiques. Les grandes phases en fait, de ce projet, si on peut les regrouper en 3 parties. La première, c'était un peu tout ce qui était conception de la recherche avec... il fallait évidemment documenter la problématique et c'est là où on a fait tout un travail d'analyse de nos interventions à partir des constats qu'on a et des ressentis aussi des patients, des soignants de terrain, des équipes au plus près des malades, pas seulement nous à Lima, évidemment, nos collègues autres organisations qui étaient sur le terrain comme MSF, la Croix-Rouge, toutes les autorités. Alors nous à Lima, on était en Guinée, donc évidemment les autorités guinéennes.
Donc cette consultation des partenaires, des acteurs de terrain et des populations a été vraiment le point central de cette démarche d'innovation. Évidemment, on est aussi allé voir ce qui se passait dans d'autres pays, notamment en Europe, en France, tout ce qui est laboratoire P4, qui ont l'habitude de traiter ce genre de virus, les grands hôpitaux européens, je pense à Paris, à Bordeaux, à Londres, pour voir eux comment ils traitaient et comment ils s'organisaient autour des malades qui avaient été rapatriés, parce que certains avaient été rapatriés. Et donc c'est à ce moment-là qu'on a généré cette idée et qu'on est rentré dans la conceptualisation et nous, on est une ONG médicale, on n'est pas une entreprise, et donc forcément, on avait besoin de trouver un partenaire, une entreprise qui allait nous accompagner pour pouvoir créer en fait ce nouveau dispositif qui est la Cube. Donc on rentre dans la deuxième phase avec tout ce qui est finalisation du cahier des charges, exactement comment on va développer la Cube, qu'est-ce qu'on a besoin. Ça, c'est un travail multidisciplinaire qui est très important pour que ça puisse répondre à la fois aux besoins des patients, des soignants, que ce soit côté médical, toute l'équipe aussi logistique et les défis logistiques auxquels on allait être confrontés, des contaminations et autres. Et on a donc créé les premiers prototypes qu'on a testés et qu'on a continué à améliorer avant la phase de diffusion et d'adoption, donc qui a été faite sur le terrain, sur des épidémies, où on l'a testé en conditions réelles, ce qui nous a permis de voir si c'était un outil qui était accepté, acceptable, et que si réellement ça changeait la donne et que si c'était faisable. La faisabilité a été testée à ce moment-là. Et c'est évidemment à ce moment-là qu'on a aussi rédigé tout ce qui était guide d'utilisation, formé le personnel. Et évidemment, c'est un outil qui continue à être on continue de l'améliorer à chaque intervention. Donc on a aussi instauré un processus qui nous permet d'avoir aussi le retour des patients, des soignants, des communautés pour continuer de l'améliorer. Donc les spécificités techniques, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, et je pense que le petit schéma montre bien à quoi ça ressemble. Donc c'est une chambre individuelle avec des parois transparentes dans des matériaux extrêmement solides pour garantir évidemment la biosécurité avec une pression négative à l'intérieur, tout ce qui est filtration, étanchéité. Mais le point, en tout cas, une structure en inox qui est facilement déployable, démontable, etc. Et le point important, c'est cette paroi intensive qu'on appelle, nous, la paroi intensive, avec une demi-combinaison qui permet, en fait, depuis l'extérieur de cette cube, de pouvoir faire des soins aux patients. Les spécificités opérationnelles, donc c'est très facile à transporter. C'est des kits avec 3 malles qui peuvent être mis dans des hélicos, sur des pick-up, presque même sur des motos, qu'on peut déployer vraiment au plus profond des zones d'intervention, dans les zones les plus reculées. C'est rapidement déployé. La cube en elle-même, en moins de 90 minutes, là on a mis 4 personnes, mais 2 personnes expérimentées peuvent le faire. Donc c'est assez rapide, c'est évidemment réutilisable après une décontamination. Et c'est un coût réduit. Alors, le chiffre là, à 75%, c'est à soins réels. On a tellement augmenté la capacité de soins et ce qu'on peut faire aujourd'hui que c'est difficile de comparer. Avant, on isolait et on traitait un petit peu les symptômes. Aujourd'hui, on fait des soins intensifs et de la réanimation. Donc, le coût brut est un peu difficile à voir, mais en tout cas, par rapport à ce qu'on se faisait avant, c'est quand même beaucoup moins cher que ces gros centres de traitement. Donc comme vous le voyez, là c'est mon collègue le docteur Richard, qui est le président d'Alima et qui est aussi réanimateur, qui est en train de soigner un patient et notamment faire une échographie. Donc c'est des choses qui étaient impossibles à faire à l'époque. Donc ce qui est du déploiement, donc on a, comme je vous disais, on a d'abord testé évidemment le prototype, et une fois que le prototype était prêt, on a pu l'implémenter sur 3 terrains qui nous ont permis d'affiner, de corriger, d'améliorer cette cube. La première fois, c'était en 2018 à Owo, au Nigeria, sur l'épidémie de Lassa. C'est vrai qu'on a parlé d'Ebola, mais il y a d'autres maladies comme Lassa, comme Marburg, qui rentrent aussi dans ces critères de maladies assez complexes à soigner avec ces conditions biosécurité et des mortalités assez importantes. La deuxième fois, et ça c'était vraiment le test réel, c'était à Itipo en RDC, donc vraiment dans une zone très très reculée, où on a déployé 7 cubes sur un des foyers de l'épidémie. Et autre contexte, toujours la même année, où on a mis 9 cubes, donc là dans un plus gros site, dans une zone plus importante.
Pardon, Mélanie, tu as laissé les 5 Oui, minutes. merci. Désolé. Donc voilà, un déploiement, le test ça a été vraiment validé. C'est vraiment un déploiement rapide avec, pour l'exemple dont je vous parlais à l'instant d'Itipo, en 7 jours, on avait pu entre le moment où on a identifié le site et on a soigné le premier patient. Donc c'est vraiment changé la donne. On a vraiment maintenant une possibilité donc, de faire des soins grâce à cette combinaison. Et donc de monitorer le patient en continu, ça c'est une grande révolution, notamment à travers des dispositifs, des appareils biomédicaux Bluetooth ou avec filaire à travers la paroi. Et ça change vraiment la donne. Et donc on a amélioré drastiquement les soins de support aux patients pour passer juste de l'isolement et quelques traitements des symptômes à des soins intensifs, voire de la réanimation. Et on a pu notamment mettre en place des essais cliniques qui ont permis d'identifier des médicaments efficaces contre Ebola et qui ont donc réduit la mortalité. La grosse révolution aussi, et c'est peut-être la plus importante, c'est la proximité avec la famille et l'acceptation par la communauté de ces structures-là. Le fait que les familles, déjà on est plus proche de là où habitent les personnes, donc on se déploie au plus proche des foyers, les centres peuvent être ouverts en fait aux familles pour qu'elles puissent venir, ou même les leaders communautaires, etc. Et ça a absolument changé complètement notre relation et nos méthodes d'intervention. Voilà, juste pour vous donner une idée, donc ça c'est un gros. On peut faire des petites structures avec quelques cubes dans des zones plus reculées. On peut aussi faire des plus gros centres. Donc ça c'est un gros centre de traitement à Béni avec toute une zone pour les patients suspects. On gardait les cubes pour les patients nécessitant des soins intensifs. Et vous voyez sur l'image, elles sont un peu en arc de cercle, un peu comme les centres de services de réanimation pour pouvoir voir un peu les patients en continu. Mais voilà, donc c'est aussi possible sur des plus grosses structures. Il y a eu évidemment des challenges. C'est sûr qu'il n'y a pas tous les soins qui peuvent être réalisés depuis l'extérieur. Donc il y a encore besoin de rentrer, de s'équiper. Il y a encore des situations où oui, c'est parfois compliqué et on a encore du staff qui rentre à l'intérieur de ces cubes. Ça n'a pas été facile non plus de changer les habitudes pour des équipes qui avaient depuis des années utilisé les équipements de protection, étaient à l'aise avec ça, se sentaient assez sécurisés en fait avec ces dispositifs, leur faire prendre le réflexe que parfois on peut aussi juste faire des soins de l'extérieur, ça a été aussi un challenge. Et le côté aussi, c'est un dispositif biomédical avec quand même une demande de rigueur en termes d'entretien de ce dispositif. Ça, sur le terrain, c'est pas toujours facile et ça a été un défi pour nous. Et voilà, pour conclure, c'est vraiment un outil innovant qui a contribué à la baisse de la mortalité. Pas seul, bien sûr, il y a eu les traitements, il y a eu les vaccins, il y a eu d'autres innovations, et il y en a encore, notamment Médecins sans frontières là, qui a, je crois, développé une nouvelle combinaison réutilisable. Il y a plein d'innovations, et je pense que tous ensemble, on a vraiment changé notre manière dont le personnel médical interagit avec les patients, et ça, c'est la Cube, en tout cas, en fait partie. Et surtout, le changement entre le rapport entre les proches et les patients. Et tout ça, donc, ça a vraiment contribué à un changement de stratégie d'intervention au niveau international pour être se déployer au plus proche des épidémies et donc vers les populations aussi qui sont parfois éloignées du système de santé. Là, je vous ai juste mis quelques liens pour ceux qui sont intéressés sur la Cube, sur les quelques publications, sur le travail qu'on a fait aussi avec. On a participé à la révision des guides de prise en charge de l'OMS et l'an dernier la publication sur les résultats de l'essai clinique randomisé qui a été mené et donc lequel Alima a participé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup, effectivement, un dispositif très intéressant qui essaye d'être à l'écoute justement des manières de faire locales et qui se voit confronté aussi justement à, on parlait de la rupture qui implique ces innovations et des défis aussi de comment travailler avec les acteurs locaux. Du coup, pour faire la suite, du coup, je te laisse Sophia, du coup, qui va nous parler du projet STEAMNOOT. Ok, bonjour à tous.
Merci beaucoup pour l'invitation. Ravie d'être là pour vous parler de STIMNUT. STIMNUT qui veut dire stimulation psychosociale en nutrition. Donc c'était un projet de recherche-action qui s'est déroulé à Koutiala, une ville d'une zone rurale des Sissako au Mali, et qui visait donc améliorer la prise en charge des enfants atteints de malnutrition sévère aiguë. Donc je vais vous donner juste quelques éléments de contexte pour vous expliquer comment ce projet est né. Tout d'abord, cela vient d'un constat qui a été fait par le ministère de la Santé malien sur l'extrême vulnérabilité des enfants atteints de malnutrition sévère aiguë qui risquent d'un retard du développement mental, physique, un retard physique et des défaillances du développement émotionnel. Et cela est dû, entre autres, à leur isolement et à la rupture qui s'est fait, à la rupture des liens qui s'est fait avec les parents, puisque c'est des enfants qui sont dans un état d'apathie, de léthargie, ce qui ne facilite pas les interactions. Donc, face à ce problème, le ministère de la Santé malien a préconisé d'intégrer de la stimulation psychosociale durant la réhabilitation, mais également après, à la sortie. Et donc là, on arrive à un deuxième constat, qui était la difficulté pour les structures de santé et également pour les professionnels de santé à mettre en œuvre cette recommandation concrètement. Grosso modo, il y avait encore des questions sur comment faire exactement, qui, où. Et c'est là, en fait, où le projet STIMNUT est né. Donc, c'est une recherche-action qui a été menée par Épicentre avec la collaboration de Médecins sans frontières, mais également du ministère de la Santé malien, d'Action contre la faim et d'AMED, qui est une ONG locale. Donc, à la première question à laquelle on s'est intéressé, c'était justement donc, comment on fait pour intégrer de la stimulation psychosociale dans les programmes de nutrition. Et donc, vous allez voir que nous n'avons rien inventé. Non, tout au contraire. En fait, on est parti de l'existant. C'était notre but. On s'est référé à un manuel qui avait été développé par Action contre la faim. Ce manuel s'appelle FUSAM. C'est un protocole qui explique comment mettre en place 5 séances de stimulation psychosociale qui vont être facilitées par des travailleurs psychosociaux qui bénéficient d'une formation en amont. Et donc, vous voyez là, sur le côté, en fait, chaque séance a une thématique et un objectif précis. Et les bénéficiaires, c'est les enfants et les accompagnants. Et là, j'ouvre une parenthèse. Lors de cette présentation, je vais parler surtout des accompagnantes pour parler des mères, mais également des grandes-mères et des coépouses, entre autres types de tuteurs. Donc voilà, dans ce contexte-là, le défi pour STIMNUT, c'était finalement d'adapter ce manuel FUSAM au contexte malien et d'étudier la faisabilité et l'acceptabilité. Alors, voilà, c'est la fin de la journée, je vais passer un peu vite sur les questions méthodologiques, même si je me ferai un plaisir d'en parler si vous avez des questions après. Juste vous dire que avant d'implémenter le manuel adapté, on a fait tout un tas de recueils de données donc en amont et ensuite, après, voilà, des entretiens, questionnaires, etc. Et on a également fait appel à différents acteurs pour devenir membre d'un comité. Donc ces différents acteurs, ça allait des représentants des autorités locales à des tradithérapeutes, des parents, des habitants, des agents de santé, entre autres. Donc voilà, ils se sont réunis. Il y a eu 7 ateliers de travail collaboratif qui ont été faits. Du coup, ils se sont réunis ensemble. Nous sommes réunis ensemble pour réfléchir à comment améliorer la prise en charge des enfants et du coup, comment adapter le manuel. Alors voilà, là, vous voyez quelques photos des ateliers. De l'autre côté, vous voyez l'une des familles bénéficiaires. Et du coup, j'aimerais bien maintenant vous parler de comment finalement ces différents acteurs se sont mobilisés pour améliorer le parcours de soins.
Alors, donc, tout d'abord, on a identifié les barrières. Donc ce schéma, il vient des résultats, on l'a construit à partir des résultats, mais aussi des constats qui ont été rapportés lors des ateliers. Donc voilà, tout un tas de barrières qui empêchent ou qui rendent difficile l'accès aux soins pour les enfants, mais également pour les accompagnantes. Donc on observe que du moment où les accompagnantes identifient les symptômes chez l'enfant, le premier recours, c'est l'automédication. Et donc, ça va être soit des plantes, soit des médicaments qu'on va aller se fournir dans les marchés. Ok. Si les symptômes persistent, là, on va aller les accompagnantes vont aller voir des guérisseurs ou des tradithérapeutes. Et on se rend compte que dans ces 2 premiers pas, les accompagnantes sont plutôt autonomes. Néanmoins, quand il s'agit d'aller dans les centres de santé, là, il va falloir faire une négociation avec le chef de concession ou le mari. Et on se rend compte d'ailleurs qu'il y a une deuxième négociation qui vient une fois que le diagnostic est posé et qu'il faut se fournir d'un traitement. Donc voilà, on observe des barrières, que ce soit au niveau des familles, comme la surcharge du travail des mères, des femmes, et également au niveau des centres de santé où, voilà, déjà, il faut bien rappeler, on en a parlé dans le débat tout à l'heure sur la question de la stigmatisation. Là, les mères des enfants atteints de malnutrition sont victimes de stigmatisation, y compris dans les centres de santé. Et c'est le cas aussi pour le Mali, comme dans d'autres contextes. Mais on constate également d'autres types de barrières, comme le manque en fait, d'équipement ou d'espace pour faire de la stimulation psychosociale. Alors maintenant, donc ça c'était les barrières. Maintenant, j'aimerais bien vous montrer sur ce même parcours où est-ce que les membres des ateliers ont proposé des recommandations ou des pistes d'action. Donc effectivement, ils ont proposé des recommandations au niveau du traitement, parce que c'était au niveau de l'adaptation de ces manuels de stimulation psychosociale. Donc ils ont proposé par exemple de prendre en compte les totems des familles. Néanmoins, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'ils sont allés encore un peu plus loin et ils ont également proposé des recommandations pour impliquer davantage les chefs de concession bref, les hommes. Réaliser par exemple des cérémonies de lancement et de restitution des résultats auprès des leaders communautaires. Ils ont également mis l'accent sur le fait qu'il fallait accorder une attention spécifique sur le bien-être des femmes. Et en fait, du coup, ce qui est intéressant de voir, c'est que certes, les participants de cet atelier ont proposé des recommandations pour améliorer la prise en charge des enfants, mais également pour soutenir une autre population qui est vulnérable, c'est-à-dire les accompagnantes, chez qui la santé mentale parfois peut être très fragile et qui manque donc d'autonomie et de pouvoir décisionnel quand il s'agit de soigner les enfants. Alors là, je voulais vous montrer quelques résultats qui parlent un peu des transformations qui ont eu lieu et du coup, finalement, de la faisabilité et l'acceptabilité de ce type d'intervention. Donc effectivement, on a constaté des changements au niveau des comportements, des perceptions et donc une amélioration dans les relations interpersonnelles, que ce soit au niveau des centres de santé comme au niveau des familles. Par exemple, on constate que la mise en œuvre de Stimnut est venue valoriser des activités et des rôles qui étaient déjà existants, notamment les agents de santé qui avaient un rôle important au niveau de la sensibilisation, par exemple. On constate également une construction des relations entre patients soignants fondées sur l'empathie, la confiance et donc on constate également une déconstruction des préjugés vis-à-vis des mères. Le deuxième schéma, du coup, met en avant les changements qui ont eu lieu au niveau des familles, où, du coup, on observe une amélioration des relations entre les mères et l'entourage, qui s'est traduit d'un côté par le changement de regard des membres de la famille vis-à-vis des accompagnantes,
où on reconnaît désormais une sorte d'expertise, parce qu'effectivement, elle parle de Stimnut comme une formation. Et d'un autre côté, au niveau des perceptions que les accompagnantes ont d'elles-mêmes, il y a également des changements. On constate un sentiment d'efficacité, une légitimité en fait. Ensuite, on observe également des améliorations au niveau de la relation mère-enfant, où l'enfant est plus répondant, plus dynamique, et les mères expriment plus d'émotions positives. Et enfin, on observe une création ou un renforcement des liens entre l'enfant, qui est devenu plus sociable, et l'entourage, qui devient plus soutenant. Et donc là, je ne vais pas tout commenter, juste peut-être la citation qui est juste ici en bas, où en fait cette maman, elle expliquait qu'il n'y avait pas du tout de lien entre le père et l'enfant, et qu'après Stimnut, elle dit « il jouait avec l'enfant, même ce matin, lorsqu'on appelait, il jouait avec l'enfant ». Donc pour revenir à la question de départ sur comment on a fait au sein de Stimnut pour impliquer des différents acteurs dans l'amélioration de la prise en charge. Finalement, s'il faut résumer notre méthode, que ce soit quand on a organisé les ateliers collaboratifs ou lors de la formation avec les travailleuses psychosociales, parce que c'était des formations très interactives, ou lors des sessions que ces travailleuses ont facilitées auprès des mamans, il y avait toujours ces 3 étapes, ces 3 principes. Tout d'abord, on reconnaît les savoirs de chaque acteur, leur rôle, leurs difficultés, leurs perceptions. Ensuite, on identifie collectivement, et je dis bien collectivement, les problèmes. On ne vient pas en imposant un problème où il faut trouver des solutions, mais non, on réfléchit ensemble à quel est vraiment le problème, les défis, les objectifs, et enfin, on facilite la recherche collective des pistes d'amélioration. Et du coup, j'aimerais conclure sur quelques éléments de réflexion en lien avec ce que cela implique de concevoir et de mettre en œuvre des innovations avec et pour la communauté. Et donc c'est vrai que souvent on parle de la communauté comme un tout homogène, et en fait il me semble très important de rappeler qu'au sein d'une communauté, nous avons des identités et des groupes sociaux différents, avec des rôles et des statuts différents, qui sont en interaction à partir des normes sociales spécifiques à chaque culture, et où il y a déjà des rapports de dominance. Et donc, il me semble que cela nous conduit à nous interroger sur nous en tant que chercheurs ou en tant que chefs d'opération ou agents humanitaires, comment nous, on prévoit de faire face à ces inégalités sociales qui sont déjà là, en fait. Cela nous renvoie à ce choix en continu entre une posture qui va être universaliste ou une posture qui va être plutôt du relativisme culturel. Alors, pour notre cas, étant donné qu'on parle de l'amélioration de la prise en charge des enfants, cela soulevait des inégalités au niveau du genre. Et cette posture universaliste s'est traduite par le choix méthodologique qu'on faisait pour soutenir l'empowerment des femmes. Et en même temps, cette posture du relativisme culturel qui nous conduisait à respecter l'ordre social existant, caractérisé par exemple par une organisation des cellules familiales où c'est les chefs de concession qui détiennent la responsabilité de certains types de décisions. Évidemment, cet équilibre des 2 postures n'aurait pas été possible sans le partenariat avec l'ONG locale, sans cette démarche participative, sans la parité hommes-femmes. Et je dis bien que c'est une question qu'on va poser, qu'on doit se poser en continu, car cela vient dès la conception de la recherche-action jusqu'au recrutement des personnes ressources. Notamment, pour nous, le défi, c'était de recruter une femme, par exemple, qui soit coordinatrice au niveau du terrain, dans l'objectif de représenter cette minorité active. Voilà, juste pour vous dire que voilà, on avait des questions, on a eu des réponses, et maintenant on a
plein d'autres questions. Donc, on continue à réfléchir maintenant sur comment adapter cette démarche à d'autres contextes socioculturels, avec des cohortes plus importantes, voilà, d'autres types de malnutrition. Et pour faire la pub, si ça vous a intéressé, il y a une petite vidéo avec les vrais acteurs qui montre en fait comment ça s'est déroulé, les séances de stimulation psychosociale. Et enfin, voilà, je remercie aux familles qui ont participé, aux participants de cet atelier, aux partenaires et aux collègues, et à vous, parce que j'imagine que vous êtes fatigués. Merci beaucoup, Sophia. C'était très, très intéressant aussi comme projet, comme quoi ça montre que innover, ça ne veut pas forcément dire inventer, c'est aussi profiter de l'existant, mais autrement, et le valoriser, donc c'est super intéressant. On passe aux questions, on a très peu de temps, malheureusement, on a pris un peu de retard, mais du coup, je ne sais pas s'il y a déjà des questions dans la salle. Question par ici. Sandrine, oui? Voilà, ok. D'autres questions? Ok. Bonjour, Sandrine, directrice santé plaidoyer à Médecins du Monde, et merci beaucoup pour vos présentations et à celles qui sont en train de dormir peut-être. En tout cas, moi j'ai trouvé très intéressant dans les 3 présentations la prise en compte du vécu, des réalités spécifiques des personnes concernées par vos recherches. Et je m'interrogeais si dans les démarches de recherche, vous aviez aussi impliqué les personnes et comment, parce que c'est aussi des questions qu'on se pose et qui ne sont pas évidentes à résoudre. Est-ce que vous avez réussi à impliquer, vous l'avez un peu évoqué à la fin sur Steamnut, les personnes dans les restitutions des recherches, dans la définition des questionnaires et autres, et quels défis ça a pu relever si c'est le cas? Je ne sais pas si tu veux répondre. Peut-être une réponse toute petite, mais effectivement, par exemple, là, la collaboration avec Ahmed et avec, par exemple, la coordinatrice Aïssatou, c'était extrêmement important et on a appris énormément des choses, notamment quand on devait, par exemple, construire les outils méthodologiques. Ça rejoint aussi une question qui avait été posée juste avant sur la recherche et les associations, quel lien. En fait, si on n'avait pas eu ce lien avec et cette co-construction des outils, on aurait été complètement à côté de la plaque. Et juste pour un peu anecdotique, par exemple, l'une des questions des questionnaires pré-implémentation, c'était, donc je ne me rappelle plus exactement, mais c'était pour savoir comment l'enfant était né, et on avait, je crois, mis par voie vaginale ou un truc comme ça, et la coordinatrice nous disait mais non, il ne faut pas du tout formuler les questions comme ça. C'était évidemment, on n'aurait jamais pu faire un travail de qualité, même au niveau de la recherche, pas juste au niveau de l'implémentation. Ok. Merci. On a une deuxième question? Oui, bonjour. J'ai 2 questions. Alors, la première, c'est sur le projet Steamnut. J'ai compris hein, l'équilibre entre relativisme et dynamisme socioculturel. Est-ce que dans le début de la recherche-action, c'était un parti pris de se dire que ça n'allait pas forcément être un projet allant vers la transformation et basé sur les stéréotypes de genre? Et est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez dans la réplication de ce projet autrement, en fait, de pouvoir mettre en perspective les dynamiques existantes et essayer d'avoir justement des activités transformatrices de genre, justement. Et la deuxième question, c'est un peu plutôt pratico-pratique, c'est sur la cube. La pression positive, en fait, on est dans des sites complètement isolés, donc je me demande, en termes d'électricité, comment on met ça en place, en fait. Merci. Ok, merci beaucoup pour la question. Alors, pour dire à quel point, bien sûr, il y a la littérature qui, cette question sur les femmes qui ont
manque de pouvoir décisionnel, etc., on la connaît déjà, c'est abordé dans la littérature. Néanmoins, par exemple, on avait prévu de faire les séances de stimulation psychosociale avec tous les membres de la famille qui voulaient venir. Et en fait, on s'est rendu compte que au début, donc les premières sessions, il y avait toujours un membre de la famille qui venait en plus de la maman. Et en fait, c'est les mêmes mères qui ont décidé de garder juste cet espace pour elles toutes seules. Et effectivement, pour l'instant, on est en train de monter les prochains projets de recherche. Donc, on n'a pas forcément pris en compte cette question du genre au niveau de... En fait, je pense que ce qui est le plus important, c'est cette démarche participative où on va engager des personnes qui sont des locaux et qui vont assurer la pérennisation, en fait. À trop vouloir être dans la transformation, on peut risquer aussi de partir et qu'en fait, tout redevienne dans le même ordre social qui était déjà là. Pour donner un autre exemple, il y avait beaucoup cette question sur le planning familial qui revenait, où les mères voulaient, certaines mamans posaient la question aux travailleuses psychosociales sur comment faire pour accéder au planning familial, même si les hommes, les maris n'étaient pas forcément d'accord. Et en fait, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on avait abordé lors des formations avec les travailleuses psychosociales. Leur réponse, c'était venez avec votre mari et on va ensemble discuter, essayer de les convaincre. Et du coup, je trouvais que c'était super intéressant parce que je pense qu'en recrutant des locaux, on arrive à faire des transformations qui vont peut-être pas aller à la vitesse qu'on aimerait, mais qui garantissent la pérennisation, en fait. Je vais laisser du coup Mélanie répondre. Après, je prendrai une dernière question. Je suis désolé, on n'a pas trop de temps. Je prendrai une dernière question qui concerne le projet COTS. Du coup, je profite de la présence de mon collègue Ernst pour nous aider à répondre. Mais je te laisse répondre. Du coup. Oui, merci pour la question qui est pertinente, notamment dans l'accès aux soins. Et donc, concrètement, pour pouvoir mettre la pression négative, donc c'est à l'intérieur de la cube où on a la pression négative versus l'extérieur, on est obligé d'utiliser des générateurs et notamment aussi pour l'ensemble des dispositifs médicaux qu'on met en œuvre. Dans ces cubes, on utilise aussi parfois de l'oxygène, on a fait de la ventilation non invasive mais sous haute pression. On est capable bientôt, enfin on a déjà tout le dispositif pour faire de la dialyse par exemple. Donc ces unités, elles nécessitent d'avoir accès à de l'énergie. Pour jusqu'à présent, on utilisait des générateurs, différentes tailles suivant un peu la taille des structures. Donc ça peut être une contrainte. Et c'est vrai qu'Alimal est rentré dans une démarche environnementale où on essaye de réduire, comme beaucoup je pense, notre impact carbone. Et donc c'est des réflexions qu'on va aussi mener, même si le volume que ça peut représenter peut être un peu compliqué. Mais oui, on est obligé avec la cube d'arriver avec des générateurs pour avoir de l'énergie. Merci beaucoup. Et puis, dernière question du coup, sur le projet COTS qui était présenté en premier. Du coup, si la recherche vient à démontrer l'efficacité et l'acceptabilité des seringues à faible rétention et la buprenorphine, médicament onéreux, pensez-vous que ces dispositifs seraient facilement accessibles à ces populations issues de ces pays à faible revenu? Quel plaidoyer auprès des firmes pharmaceutiques? Holy moly. What? Si à la fin, ok, donc à quelle manière cette recherche peut contribuer à finalement le mettre disponible pour les populations? C'est ça, et notamment l'obstacle financier, parce que c'est un médicament qui peut être onéreux, du coup, quel plaidoyer auprès des firmes pharmaceutiques? Ouais. Ok. Alors sur les deux produits, il y a un composant parmi les raisons pourquoi on pense que les produits sont difficilement accessibles, et c'est tout à fait le prix. Et donc ça fait vraiment partie de notre recherche dès les débuts,
de déjà démontrer leur efficacité et derrière voir le cost effectiveness, donc à quel prix ça pourrait être efficace pour le contexte, et derrière faire le plaidoyer pour faire baisser le prix. Et ça, vraiment, c'est aussi un peu parce que la manière que c'est construit dès les débuts avec Unitate, c'est la manière d'essayer de réduire le prix avec Market Dynamics. Je ne sais pas si ça répond à la question de... J'espère. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci tous et toutes d'avoir tenu jusqu'à maintenant. C'était très riche comme journée. Et merci aux intervenants. C'est super cool. J'espère que vous avez passé une aussi belle journée et riche journée que moi-même. L'association et la Fondation Médecins du Monde ont cette journée annuelle scientifique, c'est la 9e C'est la 9e, c'est ça ? Ouais. On y tient beaucoup et pour nous, c'était vraiment important. Alors, il y a quand même 1 minute consacrée aux remerciements. Remercier les intervenants, l'ensemble des intervenants, les équipes qui ont contribué à monter l'ensemble du programme, et je sais à quel point c'est difficile, ayant participé très très marginalement au programme, néanmoins. L'équipe technique, le monde qui nous accueille, je crois que c'est la 2e fois, mais je crois que je n'étais pas là la fois précédente. Pardon ? Chut, Jean-François. Les participants en ligne et les participants, vous êtes restés nombreux. Je sais, et alors, l'information la plus importante que je dois partager avec vous, c'est qu'il y a un pot qui vous attend. Ça, je pense que au même endroit que vous avez pu déjeuner. Alors, ce serait un peu étrange de vouloir résumer, certainement pas, et encore moins conclure. Mais j'avais quand même envie de partager une ou deux remarques avec vous, pas du tout réfléchi et un peu élaboré au fil de l'eau. Ce temps d'échange autour de comment intervenir pour et avec les populations en situation de précarité, je trouve que c'était très intéressant parce qu'en fait, il y a consensus sur le fait que cette participation des bénéficiaires, entre guillemets, à tous les travaux qu'on mène est fondamentale à la qualité des projets qu'on mène et à ce partage de connaissances et à ce savoir expérientiel. En revanche, je trouve qu'il y a quelque chose qui a pointé dans la discussion et qui nous renvoyait en fait à la discussion de la précédente journée scientifique sur notre capacité à influencer les politiques publiques. Et c'était intéressant comme le fil rouge d'aujourd'hui reprenait le fil rouge de l'année précédente. Et en fait, ce qui m'a... Alors, la Fondation de Médecins du Monde, j'en dis quand même un demi-mot, soutient à la fois des organisations locales sur la question des droits et de la santé sexuelle et reproductive, mais aussi soutient effectivement cette question de recherche, mais surtout cette question de la dissémination des éléments de recherche et comment on les partage et comment on peut les disséminer et comment on se les approprie. Alors, au-delà du pessimisme que je pourrais partager de Patrick Boucheron, qui nous dit de toute façon, ça ne sert à rien, les politiques publiques ne nous écoutent pas. Bon, c'est un peu dur à entendre, mais néanmoins, je trouve qu'il y a effectivement comment on enrichit et comment on modifie nos savoirs, et je trouve que c'est ça qui pour moi était important dans le discours, c'est à la fois, c'est dans le sens de l'amélioration de la qualité de nos projets, de l'impact de nos projets, et on a des progrès à faire, on a tous des progrès à faire, c'est clair, mais c'est aussi comment ça modifie nos savoirs, et comment peut-être ces savoirs revus grâce à la participation des bénéficiaires seraient éventuellement un tout petit peu plus convaincants que des savoirs purs et durs. Et la journée d'aujourd'hui, elle était assez exemplaire sur le croisement des regards. Je pense qu'on n'avait jamais eu autant de regards différents dans le sens histoire, sociologie, épidémiologie, psychologie. Enfin, on a eu vraiment un champ très très large, peut-être plus large que d'habitude, et je trouve que ça contribue de ce croisement des regards. Donc, il faut quand même conclure. Non, mais pour moi, la question, c'est effectivement comment on construit des savoirs légèrement différents et comment on les dissémine et comment on se les approprie. Et je trouvais que la dernière image sur le fait de faire un film, par exemple,
sur l'expérience sur la nutrition. Je sais que nous, on a fait un film sur la question de l'accès à la contraception, à l'IVG, et comment aussi ces techniques de dissémination, qui sont peut-être pas celles avec laquelle on a l'habitude de travailler, sont des choses sur lesquelles on doit travailler un petit peu plus. Donc, je pense qu'il faut qu'on continue à travailler. Je pense qu'on doit pouvoir influencer un tout petit peu les politiques publiques, néanmoins. Sinon, il faut pousser notre rocher et être heureux, disait je ne sais plus qui. Je vous invite à aller venir boire un verre juste à côté. C'est court, hein ?